Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule où il sera question de vecteurs colinéaires et de vecteurs orthogonaux. Alors, on a déjà dit ce que c'était que des vecteurs colinéaires. Ce sont des vecteurs qui ont la même direction. Donc, autrement dit, ce sont des vecteurs qui sont illustrés par des flèches qui sont parallèles. Alors, deux vecteurs colinéaires sont des vecteurs ayant la même... Oups, j'écris avec mon pointeur, c'est pas super. La même direction. Il est à noter que la norme et le sens n'ont pas d'importance. Alors, dans le petit dessin que j'ai là ici, j'ai mis deux flèches, R et S. On voit qu'elles sont parallèles, donc on va dire que R et S sont colinéaires. Bon, bien sûr, ici, on ne peut pas le démontrer parce qu'on n'a pas de valeur, mais là, on se fie sur le dessin, puis on dit, ouais, OK, ça semble parallèle, alors c'est colinéaire. Mais effectivement, il faudrait faire des tests, des vérifications numériques pour en avoir bien la certitude. Là, pour l'instant, on se concentre simplement sur la perception. Alors, les flèches qui les représentent sont parallèles. J'en profite pour faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans une capsule précédente quand on parlait de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. On a dit que quand, je vais même aller à la page où on l'a noté, on a dit que lorsqu'on multipliait un vecteur par un scalaire, on obtenait un vecteur qui avait la même orientation dans le cas où le scalaire est positif, mais la même direction de façon générale si le scalaire était négatif. Donc, autrement dit, si le scalaire est négatif, le sens va changer, la norme va être éventuellement affectée, mais pas la direction. Donc, autrement dit, multiplier un vecteur par un scalaire conserve le parallélisme. Okay? On peut dire ça de façon générale. Alors ici, moi, dans le cas ce dont on parle présentement, le vecteur colinéaire, on voit que R et S sont effectivement colinéaires, donc il y a très possiblement un scalaire qui me permet d'écrire l'un en fonction de l'autre. Donc par exemple, effectivement, j'estime, ou il serait peut-être correct d'estimer que le vecteur R serait à peu près moins 1,5 fois le vecteur S, par exemple. On pourrait définir comme le vecteur R comme étant à peu près, ça reste une estimation, moins 3,5 fois le vecteur S. OK, je dis bien moins parce qu'on voit que les vecteurs pointent dans le sens contraire l'un de l'autre. Ou, bien entendu, on peut y aller à l'inverse. On peut dire que le vecteur S serait à peu près moins 2 tiers fois le vecteur R. Environ. Ça reste une estimation. Donc, deux vecteurs colinéaires sont toujours liés par un scalaire. Il existe toujours un scalaire qui me permet d'écrire un vecteur en fonction d'un autre. Et quand on comprend cette expression-là, on comprend aussi le sens du titre qui est ici. J'ai mis entre parenthèses que des vecteurs colinéaires, ce sont des vecteurs qu'on appelle également linéairement dépendants, ou qu'on qualifie de linéairement dépendants, parce que justement, il y a un lien de dépendance entre les deux vecteurs puisqu'ils sont unis par une multiplication scalaire. Voilà, donc ça, c'était un peu le sens de l'explication du titre. Alors, un premier exemple bien simple. Alors, soit les vecteurs P et Q, on dit que P, il a une norme de 30 unités à une orientation de 30 degrés, Q, 10 unités à 210 degrés. P et Q sont colinéaires car, effectivement, la différence de leur orientation fait 180. Donc, 210 degrés moins 30 degrés, ça fait 180 degrés. Il y a un angle plat entre les deux, ça veut dire qu'ils sont colinéaires. Donc, on peut le vérifier très facilement avec leur orientation. Évidemment, j'aurais pu faire 30 moins 210, là, et puis ça aurait donné moins 180, ce qui est acceptable aussi. Exemple 2, là, ça va commencer à être un peu plus intéressant parce qu'on va commencer à parler de composantes. Alors, quand on a des vecteurs sous forme de coupe de composantes, on n'est pas obligé d'aller calculer les orientations pour voir la différence entre les orientations. On peut se servir des coupes de composantes simplement pour vérifier qu'il y a parallélisme. Et ça fait référence un petit peu à de la géométrie analytique que vous avez vue en 4e secondaire. Alors, j'ai un vecteur V dont les composantes sont 5, 8. Donc, on voit que c'est lui ici, le vecteur V. Alors, les composantes sont ici 5 à l'horizontale, 8 à la verticale.
Et le vecteur U, moins 10, moins 16. Alors, le vecteur U qui est ici, moins 10, composante horizontale, donc moins 10, c'est pas très clair, et moins 16, c'est la composante verticale. Et lorsque je faisais référence à la géométrie analytique de 4e secondaire, c'est que vous avez étudié plutôt la position relative de deux droites. Alors, vous avez établi, vous avez étudié, vous avez déjà traité le fait que deux droites ont nécessairement des mêmes taux de variation. Autrement dit, quand tu as deux droites qui ont le même taux de variation, dans le fond, elles sont parallèles. Alors ici, on ne parle pas de droite, mais on parle de vecteur. Mais c'est un peu le même principe. Autrement dit, un vecteur, c'est quand même supporté par une droite. Et donc, mes composantes, je peux les traiter comme un taux de variation où est-ce que la composante verticale serait delta y et la composante horizontale delta x. Donc, ici, si je m'intéressais à la droite, mettons, qui supporte le vecteur v, on imagine une droite ici comme ça, bien, elle aurait un taux de variation de 8 cinquièmes. Donc, moi, je vais l'écrire comme ça de façon un peu symbolique. J'écris taux de variation du vecteur v, 8 cinquièmes. Donc, j'ai un rapport composante verticale sur composante horizontale qui, dans un langage de droite, me donne l'information d'un taux de variation. Et le vecteur U, je vais regarder si c'est le même rapport. Alors, le vecteur U, taux de variation delta y sur delta x. Bon, là, on voit que le triangle est un peu à l'envers parce que fondamentalement, le vecteur, il pointe vers le troisième quadrant. Mais ça n'a aucune importance. 16, c'est quand même un delta y et, en fait, je devrais plutôt dire moins 16, c'est un delta y et moins 10, c'est un delta x. Donc, si je m'intéresse au taux de variation du vecteur U, je vais avoir, encore une fois, composante verticale sur composante horizontale. Delta y sur delta x. Et je vois que c'est une fraction qui, évidemment, se réduit à 8 cinquièmes. Alors, quand on a les courbes de composantes, on peut simplement faire le rapport entre la composante verticale et la composante horizontale pour voir si ce rapport-là est le même d'un vecteur à l'autre. Et si oui, ça veut dire que mes vecteurs sont colinéaires, et sinon, ça veut dire qu'ils ne sont pas colinéaires. Alors, ici, en l'occurrence, les deux ont un taux de variation de 8 cinquièmes. En passant, ne nous laissons pas influencer par la direction du vecteur U qui est ici. On voit clairement que, fondamentalement, si je lisais le vecteur de gauche à droite, ça serait quand même, il est supporté du moins par une droite de pente positive. Même s'ils sont une orientation et dans le troisième cadran, on voit que la droite qui le supporte est de pente positive. Okay, alors, simplement, ne pas se laisser influencer par l'allure du dessin. Bon, exercice 3, je ne pensais pas regarder ça parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du titre, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était que l'histoire du lien de dépendance entre des vecteurs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez ici regarder tout ça rapidement. Même chose pour l'exercice qui est là. Je voudrais peut-être juste passer au petit encadré qui est ici. Alors, l'encadré qui est là, donc, deux vecteurs sont colinéaires si l'angle formé entre les vecteurs est de 180 ou 0, évidemment, un angle de 0 degré, ça m'assure que j'ai des vecteurs qui ont exactement la même orientation, donc sont colinéaires, ou 180. Ou encore, les vecteurs seront colinéaires si chacun peut être exprimé par le produit de l'autre par un scalaire. Okay? Donc, s'il y a une multiplication scalaire qui me permet d'écrire un vecteur en fonction d'un autre, ou encore si les vecteurs ont le même rapport composante verticale sur composante horizontale, donc autrement dit, si les droites qui les supportent ont la même pente, avec évidemment une composante horizontale non nulle. Voilà, c'était essentiellement la théorie au sujet des vecteurs colinéaires. Au sujet des vecteurs orthogonaux, maintenant, ça va être sensiblement la même chose. Alors, des vecteurs orthogonaux sont illustrés par des flèches, comme on le sait, qui sont perpendiculaires entre elles. Alors, sans repère cartésien,
Deux vecteurs sont orthogonaux si leur orientation forme un angle droit. Donc, autrement dit, si on a un angle de 90 degrés entre leur orientation, bon là, c'est sûr que ça peut aller de 90 ou moins 90. On pourrait même dire 270 ou moins 270. Donc là, c'est sûr que dans les valeurs absolues des nombres, dans les signes, etc., là, il y a plusieurs façons d'écrire ça. Mais fondamentalement, si les flèches forment un angle droit, on a ici deux vecteurs orthogonaux. Bon, ça va. Je pense que c'est pas très difficile. Par contre, avec le repère cartésien, là, c'est là où est-ce que ça va devenir plus intéressant. Alors, si j'ai les vecteurs U dont les composantes sont 4, 6 et un vecteur V dont les composantes sont 3, moins 2. Alors, comment décider si, ou comment établir si mes vecteurs sont orthogonaux ou pas? Alors, d'abord, je vais les illustrer dans le plan cartésien. Donc, le vecteur U, 4, 6. Donc, je vais me placer ici, admettons, à l'origine. C'est ce qui est le plus simple. 4, 6, dans le fond, si ce sont les composantes, ça correspond directement aux coordonnées de l'extrémité de mon vecteur, parce que l'origine est à 0, 0. Alors, ça, ce serait mon vecteur U. Et le vecteur V, les composantes sont 3, moins 2. Ce qui est le plus simple, c'est de le placer ici au bout de... en fait, pas au bout, mais à l'origine du vecteur U. Donc, le vecteur V, 3, moins 2, j'arriverai ici, comme ça. Et donc, mon vecteur serait ici. Bon, il est un peu moins joli que le premier. Alors, là, c'est sûr qu'il faut être prudent parce que selon l'échelle, selon la façon dont le plan est gradué, etc., il faut être prudent parce que l'angle entre les deux vecteurs pourrait ne pas du tout avoir l'air d'un angle droit, mais il pourrait quand même valoir 90 degrés dépendamment de l'échelle des axes. Okay? Donc, il faut faire très, très attention. Comme par exemple, si l'axe des abscisses était gradué par 1, puis l'axe des ordonnées était gradué par 3, là, le dessin serait différent, mais pourtant, l'angle pourrait quand même être un angle droit. Donc, il faut être prudent quand même avec l'analyse visuelle. Okay? Alors, ici, comment décider si les vecteurs sont perpendiculaires ou non? Ben, dans le fond, encore une fois, on va se baser sur la géométrie analytique de 4e secondaire. Lorsque vous avez parlé de la position relative des droites, vous avez discuté du fait que des droites perpendiculaires ont des taux de variation qui sont l'inverse et l'opposé l'un de l'autre. Ou, autrement dit, si le produit des pentes donne moins 1. Ça, vous l'avez vu en 4e secondaire. On pourra en reparler en classe si vous le souhaitez. Alors, quel est le taux de variation du vecteur U? Alors, évidemment, le taux de variation du vecteur U, ou de la droite qui supporte le vecteur U, c'est 6 quarts, que je peux simplifier à 3 demi. Le taux de variation du vecteur V, il est de moins 2 sur 3, donc c'est toujours composante verticale sur horizontale, et je les compare. Alors, ici, 3 demi et moins 2 tiers, ce sont effectivement deux taux qui sont inverses opposés l'un de l'autre, donc mes droites sont perpendiculaires, ou encore le produit des pentes donne moins 1. Et effectivement, si je multiplie 3 demi avec moins 2 tiers, ça fait moins 6 sixièmes, donc moins 1. Alors, c'est deux façons de dire la même chose. Ici, puisque le produit des pentes donne moins 1, ça veut dire que j'ai effectivement un angle droit. Donc, mes vecteurs sont orthogonaux. Alors, dans le petit encadré qui est là, soit le vecteur U dont les composantes sont A, B et le vecteur V dont les composantes sont C, D. Les vecteurs U et V seront orthogonaux si le produit des pentes donne moins 1, donc si B sur A fois D sur C égale moins 1. Voilà, donc je vous fais grâce des petits exemples qui suivent parce qu'ils sont fort simples et finalement, la théorie, ce n'était que cela.
Merci.